Dernier sujet qui est un peu différent, mais qui finalement est lié à tout ce qu'on vient d'évoquer, notamment dans notre manière d'adresser, d'embarquer, de réfléchir à tous ces sujets, le sujet du dialogue intergénérationnel. En tout cas, voilà, c'est un enjeu stratégique fondamental. Il y a une rupture démographique, on en parle tout le temps à l'occasion des retraites, et puis aussi, il y a des questions un peu de clivage ou d'incompréhension générationnelle. D'un côté, il y a des départs massifs en retraite et une population qui vieillit de plus en plus. Il y a une transmission des savoirs qui est fragilisée dans les entreprises. Il y a une incompréhension, parfois un peu des tensions entre ces deux mondes, les boomers et les millénials, les plus jeunes. Il y a une perte de sens aussi pour beaucoup de jeunes talents, vous devez le remarquer dans vos entreprises. Donc, ce sujet du dialogue intergénérationnel, ce n'est pas juste un sujet RH, c'est un sujet d'attractivité, c'est un sujet de travail, c'est un sujet ensemble, c'est un sujet de collaboration, c'est un sujet de gouvernance. Alors, Elsa D'Acosta, qui va venir nous en parler, elle est dirigeante d'entreprise, elle est entrepreneuse, elle est journaliste française, elle a fait une émission et des documentaires sur le climat assez connus, notamment sur la 5. Et depuis 2021, elle est DG de l'ONG Ashoka. Donc, Ashoka, c'est une ONG très prestigieuse, mondiale, voilà, et qui accompagne la jeunesse et qui accompagne, on va dire, les entrepreneurs sociaux, les gens qui sont dans l'intérêt général, les ONG, des ONG françaises et aussi dans le monde entier. Voilà. Et elle se définit comme une idéaliste pragmatique. Voilà. Donc elle est passionnée de récits, elle est engagée auprès des jeunes, elle est résolue aussi à déployer des changements systémiques. Et elle a fait un beau livre qui s'appelle « À nos cœurs vaillants ». Elsa, voilà. Bienvenue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. La présentation et le timer. Et le timer est là, c'est parfait. Vous êtes magnifique. Est-ce qu'on vous l'a dit déjà depuis ce matin que vous étiez absolument magnifique et en réception de tout ce qu'on est en train de vous dire? Depuis que j'entends mes camarades de jeu sur cette scène, je suis obnubilée par ça, en fait. Ensemble. On a vu les défis s'égrener les uns après les autres, on a été pétris d'angoisse ou pas, on a adoré le castor. Et puis à un moment, on se dit, effectivement, tous ces défis, ils ne peuvent être adressés que si on les fait ensemble. Et ensemble, ça veut dire effectivement avec toutes les générations. Et parfois, on a un petit peu de mal à se comprendre. Et je ne vous cache pas que je ne pensais pas que ma thématique de ce matin serait aussi d'actualité par rapport aux manifestations que vous avez pu voir avant-hier et qui vont continuer. Parce que je m'interroge, et on va prendre 7 minutes 20 pour s'interroger ensemble, si vous êtes d'accord, sur qu'est-ce que c'est qu'une société qui n'écoute pas sa jeunesse, qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne permet pas à sa jeunesse d'exister, et qu'est-ce que c'est qu'une société qui kidnappe cette parole ou qui a du mal à la croire ou la considérer pour différentes raisons et parfois des traumas même personnels. Qu'est-ce qui fait que, passé la barre de 30 ans, on devient un peu sourd, en fait, aux autres, aux jeunes ? Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer un peu et surtout vous donner quelques pistes de solutions et vous dire que moi, ça fait maintenant près de 15 ans que je pense que c'est aussi une forme de pathologie personnelle pour avoir une cure de jouvence permanente. Je passe mon temps à accompagner des jeunesses et elles m'accompagnent énormément aussi pour me permettre d'être toujours connectée aux enjeux de la société tels que eux le perçoivent, et je pense que c'est un enjeu majeur pour les entreprises à l'avenir. Alors j'avais prévu plein de slides, plein de chiffres, etc. Mais je pense qu'on discutera de tout ça en atelier tout à l'heure, parce que j'espère que vous serez très nombreux, même si on se faisait une petite compète les uns entre les autres pour nos ateliers. Mais on espère avec ma camarade de jeu Stéphanie Ampard que vous serez très nombreux, parce qu'on a des blind tests, on a des jeux de rôle, on a des choses qui vont être très intéressantes pour vous pour vivre ce dialogue intergénérationnel qui parfois a un petit peu de mal à décoller la pulpe du fond. Ça, c'est une référence de boomer, donc je pense que quelques personnes dans la salle auront compris à quelle génération j'appartiens. Alors, je suis tombée sur une phrase récemment d'un super anthropologue qui s'appelle Walter Brueggemann, qui dit assez bien ce qui est en jeu quand on parle des jeunesses. Les jeunes arrivent à l'âge adulte avec deux choses simultanément. Un regard critique, ça vous le voyez tous les jours pour ceux qui sont parents dans la salle ou ceux qui ont l'habitude de côtoyer des jeunesses, et surtout un cœur plein d'espoir. Et c'est cette combinaison-là qui fait le changement. Et on l'a bien compris depuis que vous écoutez mes camarades de jeu ce matin, le changement, on va en avoir sacrément besoin. Donc ça veut dire que les jeunes sont une ressource indispensable aussi pour permettre ces changements d'advenir.
On l'a dit aussi tout à l'heure, Arnaud l'a de nouveau souligné dans son introduction, la jeunesse, c'est le présent de l'avenir. Alors effectivement, on fait toujours un peu des formules magiques pour essayer de capter votre attention, mais je crois que c'est vrai. Déjà parce que, on l'a dit, beaucoup de cadres seniors vont partir à la retraite et pour autant, il y a assez peu de jeunes qui sont dirigeants aujourd'hui ou en poste de direction dans les entreprises. Et pour autant, c'est souvent une productivité aussi qui est gagnée pour ces entreprises, aussi parce qu'elles maîtrisent parfois des enjeux de technologie dont on a parlé précédemment. Et d'enjeux de technologie, souvent for good. C'est ça aussi qui est intéressant à souligner. Et puis la jeunesse, on s'est intéressé à ça au sein d'Ashoka, est assez peu présente dans l'espace médiatique. Depuis maintenant près de 6 mois, nous regardons 65 pages Instagram de médias, qu'ils soient mainstream ou qu'ils soient pure player. Instagram étant un média plus jeune que Facebook, plus jeune que la télé. 65 ans d'âge moyen pour la télévision, hein, juste pour que vous ayez ça aussi en tête. Donc on a regardé parmi ces pages Instagram, sur les près de 60 000 publications, le nombre de fois où les jeunesses étaient représentées. Eh bien c'est catastrophique parce que c'est souvent moins de 10%. Alors après on s'est dit bon, mais si elles sont super bien représentées, c'est pas grave. Donc on est allé voir en termes de qualité, est-ce que les jeunesses sont bien représentées dans l'espace médiatique, pour essayer de vous montrer à quel point ce récit il est instillé dans nos têtes et il est instillé aussi, il se reproduit après à l'échelle de nos entreprises. Eh bien ils sont assez mal représentés, surtout les thématiques. Et vous allez voir en quoi ça frappe encore plus l'actualité d'aujourd'hui, puisque 30% des sujets qui traitent des jeunesses sur ces fameuses publications d'Instagram, des 65 médias que nous avions étudiés, concernent des faits de justice. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'on est en train de proposer un récit qui concerne les jeunesses, qui va être un récit de protection, parce qu'on va parler de santé, on va parler de phénomènes de justice, de faits divers, évidemment, et c'est de cette manière-là qu'on traite des jeunesses aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'en fait, la plupart des gens qui votent aujourd'hui en France sont plutôt des seniors, en tout cas qui appartiennent à ma propre génération, beaucoup plus que les jeunes, parce que justement, il y a cette dichotomie. Alors j'ai essayé de théoriser ça, pardonnez-moi, parce que j'ai toujours pas trouvé un mode IA, mais je demanderai à ce qu'on m'accompagne là-dessus pour pouvoir rendre ce slide un peu audible. Je me suis aperçue qu'en fait, dans tous les espaces où vous aviez deux générations qui étaient présentes, il y avait une dichotomie des besoins. À l'échelle de la famille, ce qui se passe, c'est qu'un père, une mère, moi j'ai 3 enfants, ont plutôt un souhait de protection vis-à-vis de leurs enfants, alors que les enfants souhaiteraient être simplement accompagnés. Ensuite, quand on passe la sphère de la famille, on va à l'école. À l'école, qu'est-ce qui se passe, surtout en France? Ce que le jeune souhaiterait, c'est faire ensemble. En revanche, on lui donne une instruction et on est extrêmement descendant dans le rapport qu'on a avec lui. Et puis quand on passe à l'échelle de l'entreprise, secteur que vous connaissez bien, et moi aussi pour y avoir fait près de 15 ans, le jeune cherche à avoir une expérience quand finalement on va lui donner un apprentissage. Donc on est encore dans une logique extrêmement descendante. Et puis l'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État, lui, il va prendre la responsabilité pour le jeune, pensant faire pour son bien sans jamais l'interroger sur qu'est-ce que c'est que son bien. Et alors que ce que souhaiterait le jeune, c'est être beaucoup plus représenté. Et à l'échelle de la société, qu'est-ce que ça génère? Ça génère en fait de la part des générations comme la mienne, un récit plutôt d'infantilisation des jeunesses. Et on parle souvent d'infantisme, de disqualification de la parole des jeunesses, quand les jeunesses souhaiteraient, elles, avoir un récit d'émancipation. Donc il y a un énorme enjeu aussi à transformer nos pratiques, nos façons de regarder les jeunesses, justement pour adresser ces grands enjeux du monde, parce que je vous rappelle qu'ils ont non seulement un regard critique, mais surtout un cœur plein d'espoir et des compétences à l'appel. Les 3 creuses structurelles, et j'ai plus qu'1 minute 37 pour vous les dire, donc si vous voulez la suite, petit teasing, venez en atelier. Les 3 causes structurelles, c'est évidemment cette vision descendante qui est héritière aussi du système capitaliste dans lequel nous sommes complètement empêtrés depuis maintenant près d'une 40aine ou une 50aine d'années. Et je ne vous parle même pas de la financiarisation de l'économie. On pourrait parler de l'IA dont tu parlais tout à l'heure, évidemment, qui est très très liée à ces enjeux-là. L'absence de dialogue réel, parce qu'en fait, il y a comme une forme d'incompréhension du fait de la vision portée que nous avons, nous, sur les jeunesses et les jeunesses sur nous. Et puis une vraie crise de sens et d'avenir qui nous prolonge dans 2 situations qui sont parfois assez antagonistes. Et cette rupture, elle coûte beaucoup, on en a parlé. Hémorragie des talents, baisse de productivité, crise de sens, fragilité aussi dans l'innovation, parce que je le rappelle aussi, cœur plein d'espoir, esprit critique et naissance avec les technologies dans les mains, et ils pourraient être des ressources fondamentales pour nos entreprises. Donc pour traverser ces ruptures-là, nous avons décidé de travailler 3 sujets chez Ashoka. Le mentorat inversé, et nous vous ferons vivre cette expérience fantastique dans l'atelier.
Les shadow cabinets, depuis maintenant près de 18 mois, nous avons monté un comité de jeunes avec la fondation BNP, composé de 5 activistes, et je peux vous dire que ce n'était pas forcément évident, qui challengent régulièrement la stratégie de la fondation BNP, et ça marche extrêmement bien, et ils deviennent des vrais tiers de confiance aussi pour faire passer des recommandations de la part de la fondation auprès même du board de BNP Paribas. Parce que ça aussi, c'est une denrée qui peut être extrêmement intéressante pour vous quand vous avez des propositions à faire passer. Et puis, évidemment, l'engagement dans l'entreprise ou hors de l'entreprise en favorisant des parcours d'incubation et d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat dans l'entreprise. Alors, je ne vous ferai pas la pub de ces formidables programmes que met en place Ashoka. J'avais simplement envie de vous quitter aussi sur cette phrase de Tim Ingold, qui a sorti un livre il y a maintenant près d'1 an, je crois qu'il a été traduit, qui s'appelle « Le passé à venir » et qui explique bien que nous avons énormément de mal à penser les générations, si ce n'est en couches, qui ne se touchent jamais ou qui sont les unes sur les autres. En réalité, quand on commence à percevoir que le dialogue intergénérationnel, c'est qu'une histoire de cordes et de fils qui s'entrelacent pour justement être en permanence dans un sujet de transmission, on a déjà résolu une bonne partie du problème. Merci beaucoup.